Hello, vous écoutez Le Paradis attendra, une safe place pour parler de nos parcours de vie, de nos croyances et de nos spiritualités. Si vous aimez ce podcast et que vous souhaitez le soutenir, mettez 5 étoiles sur les plateformes d'écoute et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous souhaitez participer ou échanger à propos des sujets que nous traitons? Une seule adresse, leparadisattendra@gmail.com. Dans son titre Funambule, Grand Corps Malade slame. Après un mauvais coup du sort, ma vie partait pour être triste. Écartée des terrains de sport, comme un sursaut, j'ai compensé. J'avais besoin d'un autre support. Dans l'écriture, je me suis lancée. Johan Roche était un judoka de haut niveau, promis à un avenir glorieux, quand son genou a flanché. La maladie et les blessures nous arrêtent net dans nos ambitions, mais elles nous offrent parfois la possibilité de renaître à nous-mêmes et de nous découvrir. Rencontre. Salut Johan. Salut Octavia. Je suis très contente de te recevoir dans Le Paradis attendra aujourd'hui. Merci à toi de me recevoir. Et donc tu me reçois dans ton dojo. Exactement. Dans le 17e arrondissement de Paris. Dans les Batignolles, c'est ça. Et du coup, qu'est-ce que tu enseignes ici? Tu peux nous raconter un petit peu? Ouais, alors le dojo, c'est vrai qu'en général les gens entendent donjon, donc non, c'est bien un dojo. Donc dojo, c'est un mot traditionnel japonais. Le do, c'est le même do qu'on entend dans judo, karaté-do, aikido. Do, ça veut dire la voix. D'accord. C'est la voix qu'on pratique. Okay. Et jo, c'est le lieu. Donc dojo, c'est le lieu où on pratique la voix. Et voix V-O-I-E. D'accord, pas V-O-I. Comme ça on est au clair. Voilà. Et donc c'est un dojo d'arts martiaux traditionnel. Donc traditionnel, en général, on entend chinois et japonais. Donc moi, à la base, forcément, c'est plus japonais. Donc c'était beaucoup judo pendant très très longtemps. Mais ici, actuellement, au moment où on fait cet enregistrement, là, j'enseigne le jujitsu traditionnel, qui est en fait, on va dire, l'art martial de guerre japonais, antique, des samouraïs, quoi. Mais bon, c'est un peu prétentieux de dire ça, parce que, en vrai, on ne peut pas pratiquer l'art martial antique des samouraïs, parce que c'était un système de guerre où il y avait du tir à l'arc, de l'équitation, de l'escalade. Ah oui, c'était très complet. Ah oui, il fallait survivre en situation de guerre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc ici, on pratique le jujitsu traditionnel, donc japonais, qui est composé de 3 secteurs de combat, qui sont le combat à distance, on va dire qui s'apparente au karaté, pied-point, le combat au corps à corps avec projection, qui est le judo, et puis le combat au sol, qui a été très popularisé comme étant du jujitsu brésilien, mais en fait c'est du combat au sol, quoi. Donc ça, c'est pour la partie des arts martiaux externes. On fait la distinction dans les arts martiaux entre externes et internes. Et la partie interne, c'est Tai Chi et Qigong. Et par interne, donc c'est une pratique qui est quoi, un peu plus lente, un peu plus spirituelle, c'est ça. Justement. Alors, c'est autant spirituel l'un que l'autre. Après, ça dépend de l'enseignement. Moi, je suis très attaché à l'aspect spirituel et développement de la conscience, développement personnel. Donc oui, je l'intègre ça dans la pratique des arts martiaux externes, dans lesquels on a un adversaire en face de nous. Et les arts martiaux internes, dont fait partie le Tai Chi, par exemple, là, on est tout seul. On va pratiquer très lentement, en étant conscient du souffle, du placement de la respiration, du moindre placement, du moindre orteil pour optimiser le mouvement. Mais c'est un combat qui est simulé dans le vide, tout seul. C'est comme une méditation. Exactement, active, en mouvement. Okay. Et le Qigong, par contre, c'est pas martial, c'est purement thérapeutique. C'est-à-dire que le Qigong, c'est la branche thérapeutique de la médecine chinoise. Une des branches thérapeutiques de la médecine chinoise. Moi, quand je commence un épisode, j'aime bien demander un petit peu aux invités dans quel système de croyance, dans quelle philosophie de vie ils ont été élevés quand ils étaient petits, pour comprendre un peu le parcours justement de chacun. Alors moi j'ai grandi avec une mère juive et un père qui est espagnol de mère gitane, donc tu vois un peu le mélange, donc c'est à tendance plutôt catholique, chrétienne, quoi. Mais je considère en tout cas une chance pour moi d'avoir pu grandir dans ce milieu en voyant un peu les différentes pratiques, mais sans qu'on m'impose quoi que ce soit. Mais en même temps, à 5 ans, comme j'ai commencé le judo est devenu très vite mon moyen à moi d'éprouver, on va dire, ou de vivre et d'expérimenter une spiritualité qui m'était propre, tout en m'enrichissant en fait de différentes cultures à travers lesquelles je grandissais. D'accord.
Donc ça a été surtout ça, en fait, pour moi, le point de départ. Mais les arts martiaux ont été vraiment, sans m'en rendre compte au début, parce que je t'en parle aujourd'hui avec le recul, mais cette tradition japonaise, tu sais, il y a le code moral des arts martiaux, etc. Donc moi, j'étais fasciné par ce truc-là. Hein. Donc j'ai grandi avec ce côté chevaleresque du code moral des arts martiaux, la droiture et tout. D'accord. Ah ouais, c'est bien. C'était... Ça donne des piliers un petit peu ouais, aussi dans clairement. la vie, quoi. Ouais, clairement. Ouais, Okay. ouais. Une base, on va dire. Ouais, une sacrée base, parce que, mine de rien, je pense je vais parler au jeu, pas au on. Je m'en rendais pas forcément compte de voir l'impact que ça avait dans ma vie, puisque je grandissais avec d'autres judokas. Quand j'étais dans les écoles ou les structures de haut niveau, j'étais entouré d'autres judokas, donc on partageait le même centre d'intérêt, même si c'était une portée de compétition énorme. Mais avec le temps, quand j'ai commencé à sortir un peu du milieu de la compétition, je me suis rendu compte à quel point, en fait, il y avait une façon de penser qui pouvait être pas forcément commune, parce que le commun des gens ne grandit pas forcément à travers une tradition martiale. Oui. Et donc, il y avait ce bagage-là, où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire avec ce bagage, en tout cas. Tes parents, ils t'ont poussé un petit peu, ils t'ont encouragé justement dans ces pratiques-là et dans, du coup, la spiritualité, on va dire, ou la manière de penser qui va avec? Alors, s'ils m'ont poussé dans les arts martiaux, tu veux dire? Oui, et puis voilà. Alors, dans un premier temps, oui, ça a été... bon, moi, j'étais fan de Bruce Lee. Hein, tu vois, à 4 ans, j'étais fasciné par Bruce Lee. Et donc c'est par le biais de Bruce Lee que j'ai voulu me mettre aux arts martiaux. Et mon père, lui, il me disait, tu choisis ce que tu veux comme art martial ou comme sport. Hein. Par contre, ce que tu choisis, tu le fais à fond. T'en choisis un seul et tu le fais à fond. Il m'a vraiment poussé, il a été sur mon dos parce qu'il voulait que je sois champion olympique, quoi, mon père. Hein. Ah oui, moi carrément. aussi, je voulais, hein, tu vois. Donc, ah oui, bon, ça va. Ah non, j'ai eu un père qui a été vraiment là à toutes les compétitions, à tout filmer. C'était parfois même un peu trop. À quoi. fond le papa. Ah ouais, à fond. Ouais. Et donc, à partir du moment, après, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais quand je me suis blessé, ça a mis fin à ma carrière de compétiteur. Là, il y a eu un véritable éveil spirituel, en tout cas une volonté d'éveil spirituel. Et là, pour le coup, non. Là, mes parents, ils étaient... c'est là où vraiment j'ai pris conscience que je voulais développer une forme de spiritualité qui allait dans ce sens-là. Mais non, au début, ils avaient même un peu peur. Je pense qu'ils se sont dit, attends, il est dans une secte ou quoi? C'est quoi cette façon de penser Oui, d'avoir peut-être arts martiaux, des phrases un petit peu, parfois toutes faites, quand on découvre certaines spiritualités. Oui. Ok. Est-ce que tu peux me raconter, donc toi, tu as fait de la compétition dans les arts martiaux, en judo spécifiquement? C'est ça. Ou... D'accord. C'était judo, ouais. T'es allé à assez haut niveau et... Eh ben, alors... Peut-être que je recontextualise un petit peu En fait, dans les arts martiaux, alors je dis les arts martiaux, c'est assez vaste. En fait, il faudrait vraiment spécifier judo. Parce que judo, la Fédération française de judo, c'est mine de rien. Il y aurait beaucoup à en dire, mais voilà. En tout cas, là-dessus, la Fédération française de judo a fait quand même un travail énorme de structuration de ce qu'ils ont appelé l'école de la vie, le judo, avec tout un système éducatif, pédagogique, des passages de ceinture, c'est très cadré, très structuré, et avec justement l'aspect code moral qu'ils ont mis en avant. Et c'est ce qui fait que le judo, parmi tous les arts martiaux, est peut-être celui qui est le plus apprécié, ou en tout cas le plus répandu en France, avec, je sais pas, ils sont à plus de 500 000 licenciés, ce qui est énorme. C'est énorme. C'est plus que le Japon même. Hein, d'accord. Et donc, ils ont cadré aussi... l'équipe de France, en fait, en judo, c'est l'INSEP. Donc l'Institut national de l'éducation physique et du sport, je ne m'en peux plus comment ça s'appelle. Mais c'est l'INSEP, en tout cas. Et donc, pour arriver à l'INSEP, il faut qu'on passe différentes strates de haut niveau. Donc au début, tu as le club, forcément, tu pratiques dans un club. Après, tu fais partie de l'élite régionale. Ensuite, tu as les pôles espoirs. Donc les pôles espoirs, c'est quand tu fais partie des meilleurs de la région, on va dire. Ok. Donc moi j'avais fait le pôle espoir de Reims. Après on passe en pôle France. Là il faut être classé en général dans les 3 ou 5 premiers de la catégorie en France, nationaux. Donc là j'étais parti au pôle France à Strasbourg l'année suivante, en 2002. Et puis ensuite j'étais externe à l'INSEP. Et là je me suis blessé. L'année où je suis arrivé au pôle France de Strasbourg, on avait le droit, tous les pôles France en fait. En tout cas à cette époque-là, aujourd'hui je ne sais pas si ça a changé. On avait le droit à une semaine intensive à l'INSEP. C'est-à-dire là où l'équipe de France s'entraîne avec les meilleurs Français, et nous on y va. Les entraîneurs. Et les entraîneurs nationaux et tout ça. Et donc pendant cette semaine-là, moi j'y suis allé, et puis
Bon là, c'était plus la vision des arts martiaux auxquels moi j'aspirais, c'est-à-dire avec un aspect de respect et tout ça. Là, on est sur un champ de bataille permanent. Il faut savoir qu'à l'INSEP, quand même, on se dispute la place en équipe de France. Donc il faut faire ses preuves tous les jours. C'est la guerre. C'est la guerre, exactement. Donc, en tout cas, moi, de la façon dont je l'ai vécu, c'est la guerre. C'est-à-dire que tous les jours, on va à l'entraînement et il faut rester le meilleur. Et donc, c'est la pression permanente. C'est violent pour le corps, mine de rien, parce que les entraînements, même si en Pôle France, c'est déjà du très haut niveau, à l'INSEP, là, on fait que du combat, que du combat, que du combat. Et j'ai assisté à des scènes où c'était, pour moi, on n'était même plus dans le respect des arts martiaux et tout. C'était je vais écraser l'autre coûte que coûte, en fait. Ah oui, d'accord. Donc, oui, ça pervertit un petit peu les messages de base. Totalement. Je me suis dit, où est-ce que je suis, quoi. C'est vrai, exactement. Dans la Kano, Jigoro Kano et ses principes de base d'entraide et prospérité mutuelle, on n'est plus là du tout. Et je pense que déjà, là, j'ai eu l'impulsion de départ à l'INSEP de me dire, en fait, c'est plus ce que je veux, quoi. C'est plus ce que je recherche, c'est pas pour ça que je fais du judo. Mais j'arrivais pas à le formuler tel que je te le formule là. J'avais en tout cas ce sentiment-là de plus être à ma place. Tu sens une dissonance cognitive, comme on dit dans ces cas-là. T'es là, mais t'es plus vraiment exactement. Là. Okay. Sauf que là, l'année suivante, c'est ma première année senior. Donc senior, c'est là où, ça y est, on est dans la cour des grands. Et là, il faut vraiment faire des résultats. Ça faisait 2 ans que je faisais plus trop de résultats... parce que mon judo ma façon de combattre était en évolution et tout. Et là, il se trouve que cette première année senior, je fais des résultats, quoi. Des bons résultats. On est en septembre. Et mon entraîneur de l'époque, qui est l'entraîneur de Levallois, qui était le plus gros club en France où a fait partie Teddy Riner. Ah, Teddy Riner. Voilà. C'est la référence. C'est la référence. À l'époque, il y avait David Douillet, mais tu vois, c'est plus. Qui a fait ministre à un moment. Ouais, c'est ça. Je crois qu'il était ministre des Sports. Donc ça peut mener à de belles choses. Ça peut mener à certaines. En tout cas, ça amène des connexions. Et donc, l'entraîneur de Levallois de l'époque me dit, écoute. Là, si tu veux vraiment performer, ça y est, là, il faut que tu enchaînes les compétitions. Il te faut encore plus d'expérience. Et donc, tous les week-ends, je pars en compétition quasiment, au point de plus m'écouter. Voilà, les résultats sont là, mais arrivé au mois de décembre, on est dans un tournoi important et je rencontre, tu sais, arrivé à un certain niveau, tu rencontres toujours les mêmes personnes en phase finale en général. Oui, c'est toujours les outsiders, ils sont là. Okay. Donc on est en demi-finale et puis je rencontre un gars que j'ai l'habitude de rencontrer et là je gagne le combat, enfin je mène le combat et je fais un pas chassé sur la gauche et mon genou sort et je tombe par terre et là je sens que mon genou il est dans le vide, je me dis mais qu'est-ce qui se passe quoi. Oh là là. Et là mon entraîneur je le vois, il se lève, il fait cherche pas, c'est les croisés et il s'en va, il quitte la chaise du coach quoi. Okay. Et moi je me dis attends je suis en train de gagner le combat, je sais pas ce que j'ai au genou, je m'en fous, je me relève et je recommence. La prochaine action, le genou qui ressort encore plus loin, et là je fais ok, stop. Là, faut apprendre aussi à lâcher prise. Ouais. Et là l'arbitre me dit ok, bon c'est terminé, et puis j'apprends que c'est une rupture du ligament croisé. Ça implique en général 1 an de rééducation, à peu près, 1 an à 1 an et demi de rééducation en temps normal, mais en tant que sportif de haut niveau, l'objectif, on ne peut pas se permettre d'attendre 1 an avant de revenir au niveau. En 1 an, tu perds tout. Tous les jours, tout le temps. C'est ça. Donc là, l'objectif, c'est de revenir au même niveau qu'avant la blessure le plus vite possible. Et le plus vite possible, il y a, justement, c'est ça qui a été décisif pour moi, c'est qu'il y a le CERS de Cap-Breton, le centre de rééducation pour les sportifs de haut niveau, et qui est au bord de l'océan, c'est un hôpital au bord de l'océan, et là, tu es pris en charge, mais d'une façon optimale, sur tous les plans. Tu as des kinés qui sont aux petits soins tout le temps, des machines, tu as balnéothérapie, cryothérapie. Et l'objectif, c'est que tu récupères en 6 mois. Donc, moins du temps normal. Donc là, je suis parti en post-opératoire, c'est-à-dire 1 semaine après mon opération, tout de suite. Je suis parti à Cap-Breton et je suis resté 1 mois là-bas. Donc 1 mois de massage, balnéo, tout, c'était bien. Ça a l'air cool. C'était cool. Entendu comme ça, moi, en post-opératoire, c'était cool parce qu'on ne peut pas faire grand-chose. Il y a le genou qui est gonflé, l'amplitude... le but, c'est de prendre soin des tissus, beaucoup en balnéothérapie, pour que la suite la suite de la rééducation se passe de façon optimale. Tout est décisif au départ. D'accord. Il faut prendre soin de la cicatrisation, du fait que ça se résorbe au niveau des hématomes et tout ça. Donc il faut faire circuler les tissus, quoi. Enfin les fluides. Et moi, pendant
ce mois-là que je passe, c'est grosse révélation, quoi. C'est, pour la première fois, je me dis, ok, là, mon chemin de compétiteur, pour la première fois de ma vie, j'ai 19 ans à ce moment-là, c'est fini. Et paradoxalement, je ressens mais une joie immense. Ah ouais, c'est dingue. Ah ouais, de me dire, waouh, j'en ai terminé avec le guerrier. Je pourrais très bien me dire, dans 6 mois, je vais revenir en compète. Ouais. Mais je voyais mes entraîneurs qui finissaient avec des genoux en vrac. J'ai vu plein d'athlètes de haut niveau avec des genoux en vrac. Et je me suis dit, est-ce que c'est ça que tu veux dans 20 ans tout. Je me dis, non, j'ai pas envie de ça. Je me suis fait les lectures. À quel prix, quoi. Exactement, à quel prix. Physiquement, mais aussi psychologiquement. Hein, parce que psychologiquement, voilà, de vivre constamment dans la guerre et de devoir faire ses preuves, voilà, moi, c'est pas une vie que je voulais, en tout cas. Non, c'est vrai. Et puis, le fait de te sentir finalement heureux à ce moment-là, c'est quand même un style. Ah, c'est clair. Pour moi, c'était une libération. Cette blessure, je l'ai vécue vraiment comme une libération. Et là, je me suis dit, ok, bah, je vais arrêter, en fait. Et j'ai envie de me plonger dans ce qui me passionne et ce qui m'appelle, c'est la tradition martiale, son bagage spirituel, philosophique. Et j'ai envie d'aller chercher d'autres arts martiaux, en fait, et d'aller dans un judo beaucoup plus épuré, c'est-à-dire moins dans la compétition, plus dans la recherche de la beauté artistique. Et c'est ça que j'ai fait. Donc à partir de là, en fait, t'as un petit peu, enfin, t'étais à la croisée des chemins au moment où t'as eu ta blessure, et t'as commencé à réorienter ta pratique finalement vers d'autres types de pratiques. Ouais, c'est ça. Plus spirituelle, plus douce. Est-ce que ça a été d'un seul coup, un peu du jour au lendemain, ou est-ce que ça a été progressif? Est-ce que en quelque sorte, est-ce que tu as senti que tu devais faire un deuil aussi de ta vie passée, de compétition, choses comme ça, ou pour toi finalement c'était tellement clair que c'était pas pour toi, tu t'es dit... Non, je pense que c'était assez clair quand même. Okay. Mais par contre, ça s'est fait progressivement de par la blessure en elle-même. C'est-à-dire au début, quand même, je t'avoue, pendant 4-5 ans, ça a été compliqué parce que psychologiquement, il y avait des mouvements que j'osais plus faire. Tu vois, ne serait-ce qu'un pas chassé sur le côté, vu que c'est sur un pas chassé que mon genou était sorti, j'avais peur de refaire ce mouvement, tu vois. Donc il a fallu rééduquer et tout. Et donc les premières choses que je pouvais faire au début, c'était du combat au sol. Tu vois, donc ce qui a été popularisé comme étant du jiu-jitsu brésilien. Donc je me suis inscrit dans un club de jiu-jitsu brésilien au NCU à Nanterre avec David Pierre-Louis qui est un enseignant incroyable de jiu-jitsu brésilien et qui m'a tout appris au combat au sol, littéralement. En tout cas, l'évolution. Et là, je me suis pris de passion pour le combat au sol. Donc j'ai fait pendant 4-5 ans que du combat au sol. Et là, tu étais plus en amateur, justement. Alors, en judo, il y a la partie combat au sol, ce qui fait que quand tu arrives en jiu-jitsu brésilien, tu as déjà des bonnes bases. Par contre, c'est pas forcément la même façon de combattre. Donc, j'étais pas forcément amateur, non, parce que j'avais quand même mon bagage dans le haut niveau. Mais en jiu-jitsu brésilien pur, c'est-à-dire dans leur technique appropriée à eux, bah oui, là j'avais beaucoup à apprendre. T'as recommencé un petit peu. Voilà, c'est ça. Et ça a été passionnant, mais j'intégrais facilement, puisque en général, en judo, on a des bases de combat au sol, donc il n'y a pas à apprendre les bases. Et puis ça reste des arts martiaux. Exactement. Il y a des grandes facilités, en fait, quand il y a une conscience corporelle qui est là, donc on intègre plus facilement, si tu veux. Mais c'était quand même un autre système, une autre façon de faire. Donc pendant 4-5 ans, je fais ça en intensif. Et puis pendant ces 4-5 ans, je me dis, ok, bah là, moi, ce qui me fascine, c'est la capoeira. Donc j'ai fait un peu de capoeira. Je suis allé dans un club de boxe thaï. Tu vois, j'ai fait un peu, chaque année, j'ai exploré. Je me suis dit, bon, les lacunes que j'ai en judo, c'est le combat à distance. Parce que le judo, on attrape la garde, c'est-à-dire on attrape le kimono. Et le but, c'est de faire tomber. Donc il n'y a pas de combat à distance pied-point. Donc moi, c'était mes grandes lacunes. Et l'aspect bagage philosophique, spirituel, ça a été de replonger dans les écrits, en fait, parce que c'est la seule chose que j'avais à la base, donc les écrits de Kano, de grands maîtres d'arts martiaux, que ce soit japonais ou autres. Et ça a été assez passionnant, parce que là, c'est offert à moi une vie de voyage, donc j'ai beaucoup voyagé, j'ai rencontré vraiment des enseignants qui sont hors normes, et qui sont un peu dans l'ombre même d'ailleurs. C'est pas forcément ceux qu'on pense qui sont... C'est souvent lié, enfin j'ai l'impression de ce que j'entends, de ce que je vois, que souvent une certaine forme de sagesse consiste à rester un petit peu caché, pas caché, mais en tout cas pas trop essayer de... Bah, je pense qu'il y a de ça, et il y a aussi le fait que ce qui est mis en lumière dans ce monde actuel dans lequel on vit, c'est pas forcément ce qui est plus spirituel, plus sage. C'est plus ce qui va gratifier l'ego, je trouve. Oui, on est d'accord. C'est de toute façon la compétition. Voilà, c'est ça. Comme tu disais, Teddy Riner, pour le judo, il est très connu, mais parce qu'il a
gagner. Ouais, bien À sûr. chaque fois, voilà. Bien et sûr. qu'il est fort et que Bien c'est sûr. le critère sur lequel on valorise quand même les gens dans Ouais, notre c'est société, sûr. Et puis effectivement. on cherche l'efficacité, la production, C'est tu ça. vois. Donc on veut toujours Mm. plus de médailles, plus Ouais. d'or, plus de gloire. Oui. Et donc forcément, les maîtres traditionnels, ils s'en foutent des médailles, quoi. Ils sont pas là pour ça, quoi. Ah non, eux, ce qu'ils veulent, c'est la recherche. On est dans la recherche martiale. Et en quoi ce système peut développer mon esprit, mon corps. Ouais. Et donc eux, forcément, en général, le système social dans lequel on vit, où les enjeux sont pas forcément les mêmes, on s'en fiche un peu. Donc ils sont dans l'ombre. Ils Oui. sont pas mis en lumière, quoi. Disons qu'ils ne cherchent pas. Voilà, c'est ça. Ok. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé et beaucoup passionné même pendant toutes ces années. Et là, j'ai fait vraiment des rencontres, mais pas que au niveau des arts martiaux. C'est-à-dire que les arts martiaux sont connexes avec d'autres traditions, d'autres branches. Ok. Et là, j'ai fait des rencontres qui ont été décisives sur mon chemin en termes de développement personnel et spirituel même d'ailleurs. Ok. Tu peux nous parler Ouais, un petit peu de tes carrément. lectures ou des rencontres? Alors, les lectures de base, c'était, alors pour moi, un livre incontournable au cas où il y a des auditeurs Voilà, de ton qui podcast qui s'intéressent aux arts martiaux et particulièrement au judo. C'est L'Esprit du judo de Jean-Lucien Jazarin, qui était un des fondateurs, des cofondateurs de la première fédération française de judo, qui passait un peu pour un mystique de base, mais parce que lui, c'est la seule chose qui l'intéressait, c'était l'ésotérisme, donc la connaissance intérieure des arts martiaux, plus cachée, plus spirituelle. Ouais. Et ce bouquin, L'Esprit du judo, a été une véritable révélation parce que ça touchait exactement à ce que j'avais toujours recherché du judo. Okay. C'est-à-dire pourquoi on pratique le judo, c'est quoi la spiritualité qui est derrière, c'est quoi les systèmes philosophiques, tout est dedans. Ouais, okay. Et donc ça a été une vraie révélation. Donc après, il y a eu tous les bouquins que Kano a écrits, enfin il n'a pas en écrit 50, hein, c'est Judo Kodokan. Donc Kodokan, c'est la première école qu'il a fondée. Okay. Moi, je voulais voir à la source qu'est-ce qui se disait en fait. Tu voulais aller chercher, toi, les écrits un peu d'origine. C'est ça, ouais. Pour pouvoir reconnecter justement avec ta passion. Qu'est-ce qu'il voulait faire à la base. Et ça collait à ce que je recherchais. Et puis, cet aspect de développement spirituel, il amenait aussi une connaissance qui n'était pas forcément accessible à l'occidental, que j'étais, et que je suis toujours d'ailleurs. Et que nous ça sommes changera pas. à peu près tous ceux qui écoutent ce podcast. C'est ça, ouais. C'est qu'en fait, le système des arts martiaux traditionnels s'appuie énormément sur un principe philosophique et spirituel qui est le taoïsme. Et on n'est pas taoïste, nous, à la base. Il y a une perception de l'univers et du monde qui est autre que le système judéo-chrétien dans lequel on a grandi. D'accord. Même si on ne pratique pas une religion judéo-chrétienne, on a quand même une culture, un système qui s'est construit sur une culture judéo-chrétienne, mine de rien, avec des valeurs qui sont très judéo-chrétiennes. Et en taoïsme, c'est pas du tout le cas, quoi. On est dans une autre perception. Et donc la médecine chinoise, ça a été aussi une vraie passion pour moi, même si je ne me suis pas formé à fond. C'est des années de formation pour devenir... la médecine chinoise, c'est comme, on va dire, les médecines occidentales. Bien sûr. C'est des années, des années, bien sûr. De pratique et de formation. Mais ce que j'aime dedans, c'est que, tu as des valeurs comme celles de Platon, tu vois, même dans notre culture occidentale, on va dire, où Platon disait, quand il y a un mot du corps, le but c'est d'aller chercher le mot de l'âme en fait. En quoi, si on veut comprendre les mots du corps, il faut aller comprendre les mots de l'âme. Qu'est-ce que l'âme a dit? Mal a dit. Donc c'est le même anagramme, mal à l'âme, c'est l'âme a dit. Qu'est-ce que l'âme a dit dans la maladie? Et là, moi, ça me passionnait énormément d'aller à la cause des choses. C'est quoi la cause spirituelle de ma blessure? Parce que ça a été le point de départ, ma blessure. Qu'est-ce que je n'acceptais pas? Et donc j'avais suivi une formation avec Michel Odoul à l'époque en shiatsu. Il a écrit un super bouquin à l'époque qui a été pareil, une révélation pour moi. C'était « Dis-moi où tu as mal, je te dirai pourquoi ». Et alors c'est amusant parce que dans un autre épisode du podcast, donc on a enregistré avec Anne-Sophie Renaudin, qui est pratiquante de massage shiatsu. Okay. Elle mentionne également ce livre. En tout cas, ce livre, moi, ça a été de me dire waouh, en fait, mon corps, quand il se blesse, ou quand je me blesse, en fait, mon corps, il est en train de me dire quelque chose. Waouh! Ok, c'est génial, la chirurgie, ça m'a réparé mon genou et tout, mais c'est pas parce que j'ai réparé mon genou que le problème qui est à la cause, il a été réglé. Et ce problème à la cause, le genou, c'est ce qui plie, le genou, c'est ce qu'on pose à terre pour accepter face à une autorité, donc c'est d'accepter. Qu'est-ce que je n'acceptais pas, en fait, au point où mon corps a dû dire
Je romps ton ligament pour que tu poses le genou à terre. Et je sais plus, non, je crois que c'est dans un film aussi que j'ai entendu, il y a quelqu'un qui se blesse au genou et il y a un médecin qui lui dit en fait le genou c'est une des rares, enfin c'est une articulation qui repart pas en arrière, Ah ouais. qui en fait qui va de l'avant Ouais, en quelque sorte. Et donc si ça rompt, c'est peut-être qu'il y a un problème avec, enfin c'est après voilà, c'est des théories, des choses comme ça, mais il y a une problématique avec le fait d'avancer toujours, quoi. Ouais. Bon, j'en étais là, hein, mon blessure. J'ai ce degré de lecture, tu vois, je refusais d'avancer vers un nouveau chapitre de ma vie. C'était un degré de lecture, en tout cas, qui, dans ma trame intérieure, me convenait parce que j'y trouvais du sens. Et donc là, là j'étais passionné par l'aspect thérapeutique, spirituel et thérapeutique de la médecine chinoise. Et puis je découvre qu'en médecine chinoise, en fait, on a trois... tu sais, il y a le qi. Le qi, c'est l'énergie vitale. Donc le qi kong, c'est le même kong que kung fu. Ah, d'accord. Tu vois okay. Et le kung fu, ça aussi, c'est intéressant comme concept, parce que kung fu, ça veut juste dire l'espace-temps qu'on dédie à une pratique. Ah oui. Donc c'est pas du tout l'art martial. Hein. C'est pas du tout ce qu'on imagine. Si je te dis, c'est quoi ton kung fu, je sais pas moi, en écriture, ça veut dire c'est quoi l'espace-temps et ta compétence que tu as en écriture. Ah ouais, c'est fou. C'est quoi ton kung-fu en bricolage, c'est quoi le niveau que tu as en bricolage et à quel point tu dédies de l'énergie à ça. Ah mais c'est dingue, oui, parce que vraiment on associe tout ça à une pratique. Alors que non. En fait, il faudrait dire c'est quoi ton kung-fu martial. Okay. C'est quoi l'espace-temps que tu dédies à l'apprentissage de l'attaque-défense. Ok. Donc kung-fu, le Kong, c'est l'espace-temps qu'on donne. Donc le Qi Kong, c'est l'espace-temps que je dédie à cultiver mon Qi. D'accord. Donc à maîtriser mon énergie vitale. Ok, super. Donc là, j'apprends qu'il y a 3 Qi qui existent. Donc il y a le Qi du corps, c'est à quel point je me nourris, comment je me nourris. Donc je vais optimiser ça. Comment je bouge mon corps, comment je le mets en mouvement pour faire circuler mon énergie. Donc ça, les arts martiaux le donnent parfaitement, puisque c'est un excellent système d'éducation physique, de toute façon. Sauf si on part dans le haut niveau et la compétition, où là on traumatise le corps. Oui, finalement. C'est ça aussi, c'est l'excès. Donc les excès, c'est jamais bon. Il y a le Qi de la terre. Donc en médecine chinoise, on a le Feng Shui. Le Feng Shui, c'est comment je vais optimiser l'endroit dans lequel je vis pour que ça corresponde énergétiquement ou vibratoirement à qui je suis vraiment. Donc là, le médecin chinois, il va étudier ça. Hein. Et sur quoi il va étudier ça? Et c'est là où ça a commencé à vraiment m'interpeller, sur le 3e Qi, qu'on appelle en médecine chinoise les Bazi, c'est l'astrologie. Ah. Donc c'est comment on va étudier la carte de naissance, l'énergie du ciel, qui correspond en fait à l'énergie de la personne. Et donc on va faire correspondre son lieu de vie à cette énergie-là aussi. Et donc ça, c'est des informations en fait en médecine chinoise que tu peux avoir grâce à date, heure de naissance de la personne. Ouais. Et ça peut définir en fait un certain parcours, j'en sais rien, de soins ou d'organisation des choses. Ouais, alors juste en mettant dans le contexte aussi, c'est que le Bazi chinois n'est pas le même, c'est-à-dire l'astrologie chinoise n'est pas du tout la même que l'astrologie occidentale. Oui, parce que nous on a cette vision de quand tu lis ton horoscope tous les matins dans le 20 minutes. Sachant que ça, c'est pas de l'astrologie du coup. Voilà, c'est ça. Ça, c'est en fait la grande problématique qu'on a aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un sujet qui est assez sensible, l'astrologie. C'est qu'il y a des connotations. Ça rime avec charlatanisme, voyance, boule de cristal et manipulation, quoi. Alors que l'astrologie, c'est pas du tout les horoscopes des magazines. Ce qu'on pourrait avoir tendance à penser, c'est beaucoup plus complexe. Et moi, là, ça a commencé à me passionner. Et donc, en 2011, donc tu vois, c'était 6-7 ans après ma blessure, je pars vivre 1 an à La Réunion. Ça a été une grande année de remise en question, parce que c'est la première fois que je partais très loin de là où j'avais grandi, pour m'installer en tout cas. Et quand je suis revenu, j'étais en recherche intérieure, j'étais en crise existentielle profonde. Et puis là, j'ai mon meilleur ami qui me dit, écoute, j'ai rencontré un astrologue à Paris, il faut absolument que tu ailles le voir, parce que je pense que c'est ce que tu cherches depuis très longtemps. Parce que j'étais fasciné par tout ce qui était ésotérisme, sciences occultes, mais pas dans le côté sorcier, machin, tout ça. Tu vois, vraiment dans l'aspect traditionnel d'outils qui parlent du monde de l'âme, en fait, du monde de la spiritualité. Oui, qui t'aide à t'emparer aussi pour toi, peut-être de certaines problématiques, et de mettre des mots aussi sur des choses. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce que c'est des outils de projection de la conscience, en fait. Oui. C'est juste, en fait, en quoi ça vient agir comme un miroir qui m'aide à y voir plus clair dans ma trame intérieure. Et pas qui va me dicter ce que doit être ma vie.
Tu vois la grande différence. Qui te donne parfois des indices et qui t'ouvre peut-être des portes de réflexion sur des points auxquels tu n'irais pas forcément réfléchir Exactement. Naturellement. Quoi. Et donc là, je me retrouve devant cet homme, on est en 2012, et il a cette carte devant moi, fascinante, qui est un thème astrologique de naissance, occidental du coup, avec la roue du zodiaque, les planètes autour, et là, je comprends rien à ces glyphes et ces symboles qui sont devant moi, mais je suis fasciné par ce truc. D'accord. J'ai une expansion intérieure, je suis en joie d'être en contact avec cet outil, et là, en 5 minutes, il met le doigt sur des problématiques majeures que j'avais dans ma vie, qu'il ne pouvait pas savoir, et puis pendant 2 heures, c'est passionnant, quoi. Il me raconte des choses, et je comprends pourquoi je vis telle chose intérieurement, et là, en sortant de là, je me dis, je veux faire ça. Ah, trop bien. Et donc cet homme, c'est devenu un très bon ami. Au bout de 6 mois, il lance une formation pour 4 personnes. Et donc je lui dis, moi je veux y être. Et ça dure pendant 1 an où il me reçoit chez lui pendant 1 fois par mois, pendant tout un week-end, 3 jours par mois. Et il m'apprend toutes les bases de l'astrologie. Et là, astrologie chinoise. Occidentale. Donc vraiment, où là je me dis, ok, moi de toute façon... l'astrologie chinoise, c'est pas ma conception philosophique et spirituelle, donc moi ce qui m'intéresse c'est surtout d'utiliser cet outil, mais en tant qu'occidental avec mes références, qui s'appuient beaucoup d'ailleurs sur la mythologie grecque, énormément, l'astrologie. Et puis là je pars dans le sud de la France pendant 1 an, et puis je m'amuse à faire le thème astrologique des personnes que je rencontre, comme ça, juste pour tester. Donc à ce moment-là, je fais, quand je suis dans le sud de la France, à Nice, je me dis, tiens, je vais mettre en pratique ce que j'ai appris pendant 1 an avec cet enseignant, qui m'a appris toutes les bases. Et puis j'ai énormément de facilité, je suis tellement animé par ce truc, c'est que au bout d'un moment, j'ai des gens qui m'appellent, que je connais pas, et qui me disent, voilà, il y a un tel, donc c'est une personne à qui j'avais fait le thème, qui m'a dit que vous lisiez les thèmes astrologiques, est-ce qu'on pourrait faire une séance, etc. Et je me retrouve, du coup, à faire de plus en plus de séances, et j'aime ce genre d'événement parce que c'est pas forcément ce que moi j'ai décidé à la base. Oui, tu l'as pas cherché c'est la vie, l'univers qui m'emmène ces trucs-là, et j'aime beaucoup être guidé comme ça. Et c'est fluide, quoi, tu vois. C'est pratique quand ça se passe très comme fluide, ça. C'est clair. Et puis, à la fin de cette année, voilà, comme quoi, tu sais, dans les arts martiaux, on dit quand l'élève est prêt, le maître arrive. Peut-être que tu as entendu cet adage. Oui, je pense. Voilà. Oui. Alors, il y a une suite normalement à cet adage. Il dit quand l'élève est prêt, le maître arrive, mais quand il est vraiment prêt, le maître s'en va. Ah, voilà. On est ça, c'est seul, intéressant. Voilà. Là, ça y est, on devient son propre maître, quoi. Donc, à la fin de pendant cette année à Nice, je suis à une soirée chez des amis pour le Nouvel An, et puis il y a quelqu'un que je connais pas, il me dit donc t'es astrologue et tout, donc moi j'en connais un monsieur assez âgé qui est dans les montagnes, enfin en tout cas dans un vieux village vers Manosque, et il est incroyable et tout, et puis là ça résonne à l'intérieur, je me dis je sais pas pourquoi, faut que je rencontre cet homme, quoi. Et donc je l'appelle, et donc c'est ce monsieur que tu vois ici là, qui est là. Donc là il y a une photo à droite où je suis en photo avec ce monsieur, c'est lui qui a vraiment été décisif. C'est-à-dire que lui, il me fait ma carte, et alors là, ça repose sur aucune technique. C'est-à-dire que, il a la technique astrologique, où il a la même carte que le premier avait devant lui, sauf que lui, il y a autre chose qui se passe, quoi. Il y a quelque chose de j'ai envie de dire, de vibratoire, de totalement transcendant, où il me dit des choses, je me dis, mais comment il peut réussir à me dire ça, alors que ça s'appuie même plus sur la carte, là. Il y a des choses sur toi qui te... Et puis même sur là où j'en étais à ce moment-là, je suis devant cet homme-là, et puis il me dit des choses qui dépassent totalement juste le cadre de la personnalité. C'était vraiment des réponses concrètes, et puis des questionnements intérieurs que j'avais, que j'en avais parlé à personne dans ma vie, quoi. Et donc là, je me dis, moi, je veux avoir ce niveau-là. Et donc ce monsieur, 1 semaine après, je le contacte, je lui dis, écoutez, là, j'arrête pas de penser à vous et tout, de ce qui s'est passé, moi j'ai besoin d'apprendre, je veux apprendre ça avec vous. Et il me dit, ok, je te rappelle, et puis il me rappelle quelques jours après, il me dit, ok, on va commencer la transmission, et là, commence en 2015, une transmission purement orale, ce qui est vraiment le traditionnel dans ce genre de tradition, c'est la transmission orale, on n'apprend pas ça avec des livres, c'est un maître qui nous apprend quelque chose, et lui, ça a été vraiment décisif, parce qu'il m'a amené au-delà de l'aspect juste une technique astrologique, mais qui m'a été utile dans ma vie d'enseignant d'arts martiaux aussi, c'est l'état d'être, en fait. Donc l'état d'être, comment on le travaille, comment on cultive un état d'être intérieur de paix, d'harmonie, la respiration, quel rôle elle joue là-dedans, et tout là, du coup, je me dis, waouh, cette pratique-là, je vois que ça devient une pratique qui n'est pas juste
à caractère thérapeutique, mais ça devient même un chemin spirituel pour la personne qui le fait. Donc moi, en l'occurrence. Ok. Et donc là, ça a été fascinant parce que après, je vois que ma vie se transformait littéralement par l'application des outils astrologiques qu'on appelle les transits planétaires. Donc c'est la position actuelle des planètes, en quoi elles viennent nous renseigner sur qu'est-ce que j'ai à travailler dans ma vie en ce moment. Donc ça a une échelle personnelle? Ouais, là c'est personnel pour le coup. Donc il y a plusieurs façons de pratiquer l'astrologie, mais en tout cas à ce moment-là, c'est d'un point de vue personnel comment j'applique les choses et comment je le vérifie dans mon quotidien qui a un impact décisif, transformateur. D'accord. Et donc là, je le vois, et puis je suis assez fasciné par ça. Et puis en 2017, arrive au moment où justement je travaille avec l'énergie d'une planète qui passe dans ma carte, arrive ce dojo là dans lequel on se trouve, toi et moi. Ouais, super dojo. Voilà, ce dojo d'harmonie et auquel je tiens énormément. Et je me dis, waouh, là, l'outil astrologique, je veux amener une autre façon de pratiquer l'astrologie que les horoscopes et tous ces trucs-là. Oui. Voilà. Et donc voilà, et puis il reste un point que je t'ai pas partagé, je sais pas si tu veux qu'on en parle maintenant, c'est donc du coup quand j'ai ce dojo, je rencontre un autre enseignant qui a été incroyable, qui a été Pascal Play, dont le père, donc tu vois il y a le livre qui est là, Chronique martiale, Henri Play, qui lui était un peu une légende dans le milieu des arts martiaux parce il a créé le premier dojo en France qui était le dojo de la montagne, on appelle ça, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, qui est un peu une légende dans le milieu des arts martiaux. Surtout parce que cet homme-là, Henri, il écrivait des chroniques martiales dans un magazine qui s'appelle Karaté Bushido. Et beaucoup de pratiquants du monde achetaient ces magazines parce qu'ils voulaient lire les chroniques d'Henri. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est vraiment... Et donc son fils Pascal, qui est en photo là, Pascal, lui, quand je l'ai rencontré en 2017, quand j'ai eu ce dojo, ça a été une révélation parce qu'il incarnait vraiment le maître d'arts martiaux qui maîtrisait, alors là pour le coup, karaté, qigong, tai chi, kung fu. Et un kung fu très spécifique qui est le kung fu de la grue blanche. Et donc je suis resté avec lui pendant 4 ans, où il m'a vraiment appris beaucoup de choses, mais c'est surtout que même à son insu, il m'a montré à quel point on pouvait être un enseignant à sa façon, quoi. Qu'il n'y avait pas forcément à suivre un chemin pour enseigner tel que le diplôme d'État avait dit qu'il fallait enseigner. Oui. Et donc là, je me suis mis à enseigner un peu à ma façon, à créer ma propre méthode dans mon dojo. Donc, avec ta personnalité. Exactement, exactement. Et puis, qu'il n'y a pas à dire, ok, bon, moi je suis judoka, je vais enseigner le judo, moi je suis karatéka, je vais enseigner le karaté. Ouais. Je veux pouvoir proposer dans un seul et même endroit quelque chose de complet, d'unique, et qui fait aussi que même si la personne, les élèves ici, ils sont à peu près 200, tu vois. Là, c'est quand même pas mal. Ouais, c'est super. Et d'amener aussi dans ce lieu mon originalité. Donc j'ai voulu faire de ce dojo, vraiment, on appelle ici le phénix des Batignolles. Tu vois, le dojo, c'est un logo, c'est un phénix. Et j'aime savoir ou me dire que ce lieu, c'est un endroit où, quand les élèves du quartier ou les familles ou même certaines personnes ont besoin de se recueillir pour avoir d'être dans une recherche personnelle, ils savent qu'ils peuvent pratiquer quelque chose de physique, mais aussi de pouvoir aller dans une connaissance de soi profonde, qui touche même à la spiritualité, grâce à l'outil astrologique que je propose, d'une façon, en tout cas j'essaie qu'elle soit rassurante, encore une fois à cause de ces problématiques de grosses connotations, et j'aime le fait de pouvoir le proposer dans un lieu qui a une structure concrète, parce que ça rassure en fait. Oui, c'est vrai aussi que le fait que ça s'appuie sur des pratiques connues, et ça permet de faire un lien justement. Est-ce que tu peux nous expliquer le lien que tu opères, par exemple, quand tu enseignes, ou même pour toi-même, entre donc les pratiques physiques que tu fais, donc tu parlais de qigong, des choses comme ça, et justement cet aspect un peu plus spirituel de développement de soi, et de se connaître. Ok. Alors, le truc, c'est qu'il y a eu un événement majeur où il y a un avant, un après par rapport à ta question. C'est qu'il y a 3 ans, j'étais en balade, en randonnée dans le sud de la France, en pays cathare, tu vois, vers Toulouse. Et il y avait un château cathare, on s'amusait avec un couple d'amis à faire un GR où il y a tous les châteaux cathares. Et puis on arrive dans un qui n'est pas connu du tout, même pas répertorié dans les cartes, parce que cette amie-là était très connaisseuse du sujet. Et puis il y avait une immense tour de 10-15 mètres. Et puis là j'étais avec mon drone et j'ai perché mon drone au premier étage de cette tour, donc à peu près à 4-5 mètres. Et de façon très impulsive, je me mets à escalader cette tour pour aller chercher mon drone et je me retrouve perché au premier étage. Okay. Avec la peur au bide de me dire comment je redescends de là, il y avait des rochers partout en bas. Ouais.
L'angoisse. Et sachant qu'on est à 5 heures de marche, que c'est pas répertorié sur les cartes, que ça me saoule de faire venir les pompiers jusque-là, juste pour moi, alors qu'en plus, je suis pas censé grimper à cette tour, tu vois. Ouais, j'avoue. Et donc, je me dis, bon, je vais essayer de redescendre. Et là, mon but, c'était de pas mourir. Hein. C'était même pas de réussir à descendre, c'était de pas mourir. Déjà, quand on est là, c'est que c'est ah compliqué. ouais, c'est clair. Non, vraiment, pour le coup, là, je peux dire que complexe. j'avais vraiment peur, quoi. Okay. J'avais vraiment peur et à juste titre, en plus, hein, parce que je me mets à tétaniser à la moitié de la descente et puis mon bras lâche. Et donc, je suis à 2-3 mètres et puis j'ai juste le temps de me retourner et je veux poser mon pied sur le rocher pour prendre un appui, sauf que forcément, à 3 mètres, sur une jambe, la jambe, elle a explosé, quoi. Mais vraiment. Donc, je me suis fait une triple fracture péronée, double fracture malléole. Si c'était que ça allait. Mais 2 mois après la convalescence, j'arrive pas à poser mon pied par terre. Et là, ils me disent, on va faire un scanner, c'est pas normal. Et là, ils découvrent qu'il y a un os qui n'a pas été réparé, qui était cassé, qui s'appelle l'astragale. Okay. Donc c'est intéressant, ça aussi. Le mot est marrant. Enfin... Ouais. Donc l'astragale, ça veut dire la pierre des astres. Gale, c'est la pierre. Hein. Et donc là, ils me disent que la seule façon de réparer cet os, c'est de réopérer, de tout recasser, de faire une greffe osseuse, de retirer ce bout d'os. Et là, moi, c'est hors de question. Sauf qu'à ce moment-là, je suis en pleine formation de Qigong thérapeutique, avec un maître chinois dans Paris, là. Et je me dis, ok, là, il y a une bifurcation majeure dans ma vie, à nouveau, par une blessure. Et sauf que là, celle-là, elle est fatale, parce que là, on m'annonce que, de toute façon, mon pied, je pourrais plus le réutiliser comme avant. Ah ouais. Et que si je me fais pas réopérer, ils doutent même que je puisse marcher, quoi. Donc moi, c'est hors de question. Je me dis, non seulement on recassera pas tout, et je vais utiliser cette blessure en me disant, et si tout ce que j'avais acquis comme bagage dans les arts martiaux, dans l'astrologie, etc., et le Qigong, je le mettais en pratique sur moi pour rééduquer au maximum. Okay. Et donc je l'ai fait. Ça a marché, entre guillemets, parce qu'évidemment, j'ai pas retiré le bout d'os par la force du Saint-Esprit. J'imagine, mais c'est pour ça, ouais. Mais par contre, la rééducation par le Qigong a été décisif parce que la pratique a retravaillé les appuis, a fait circuler beaucoup de choses dans les tissus, etc. Même si au final, j'ai refait une opération qui n'a pas tout recassé, c'est juste en arthroscopie, on est passé pour retirer le bout d'os sans avoir besoin de tout recasser. Oui, finalement, c'est assez complémentaire aussi. Ouais. Enfin, on va dire la médecine, notre médecine clair. Et les pratiques, on va dire annexes, ça permet de peut-être alléger justement la lourdeur de l'opération que tu fais faire à la base. Je pense. Oui, je pense, parce que c'est vraiment... Oui, c'est très complémentaire. Je pense que c'est très juste d'employer ce mot-là, complémentarité. Et voilà, donc après, le problème, c'est que le pied, il est resté bloqué pendant 2 ans. Donc au bout de 2 ans, quand on a quand même réussi à retirer ce petit bout d'os qui gênait, même si j'avais pu renforcer grâce au Qigong, au Tai Chi, et puis à limiter les dégâts, on va dire, les tissus, ils ont été atrophiés, le tendon d'Achille s'était rétracté, etc. Donc, même au moment où on enregistre, là, tu vois, mon pied, il est bloqué, quoi. Donc, oui, il y a une flexion dorsale que je peux plus avoir. Donc, le judo, c'est terminé. Mais je suis en paix avec ça, tu vois. Je me dis, à nouveau, qu'est-ce que raconte cette histoire ? C'est quoi la bifurcation que ça emmène ? Et donc, l'année dernière, j'ai passé, et donc c'est là où ça va répondre à ta question, excuse-moi, j'ai pris un peu de temps. Non, mais c'est intéressant, ça montre aussi combien, parfois, les épreuves de vie, parce qu'une blessure grave, c'est quand même une épreuve, ça peut aussi être un indice de changer de chemin ou de réfléchir à d'autres options. Bien sûr. Et donc de pas forcément se laisser désespérer, peut-être de se dire il y a d'autres choses qui viennent derrière. Là, je t'en parle comme ça, hein, tu vois, c'était il y a en juillet, ça fera 3 ans. Franchement, pendant 1 an et demi, pour moi, c'était la catastrophe, quoi. J'avais bousillé, pour moi, ce qui était l'outil le plus important de ma vie, c'était mon corps, quoi. Oui, mais j'imagine, surtout que tu pratiques, donc, c'est ton métier, c'est ta passion. Donc j'étais ici à donner mes cours dans le plâtre, par terre, tu vois, et puis je devais gérer comme ça. Donc ça a été très instructif, parce que, déjà là, le fait que, moi, à la base, j'avais une façon d'enseigner où je fais en même temps que les élèves. Ouais. Donc là, je ne pouvais plus. Donc il a fallu que je réinvente ma façon d'enseigner en étant assis sur le côté et puis en imaginant, en visualisant des nouvelles pédagogies. Ça a été hyper enrichissant pour moi. Et puis par rapport à cette bifurcation, intérieurement, j'avais le choix, mais je le traduis en j'avais pas vraiment le choix parce que c'était soit je déprimais, je me disais ma vie elle est finie, etc. Soit je me dis et si en fait, dans cette grande intelligence qui me dépasse totalement de l'univers, de la vie, de ce qu'on veut, et si en fait,
comme le disait mon enseignant de Qigong, aucun flocon de neige ne tombe à un endroit par hasard. Voilà. Je me dis, ce flocon de la blessure décisive, et si en fait il y avait une bifurcation dans mon chemin que je pouvais saisir maintenant. Et il y en avait une, parce qu'au fond de moi, j'avais envie de changer ma façon de faire. Les arts martiaux tels que je les avais pratiqués comme ça, j'avais plus envie. Ce qui m'intéressait, c'était l'aspect thérapeutique maintenant des arts martiaux et ce que ça peut amener dans le milieu de la santé. D'accord. Et donc l'année dernière, j'ai intégré un DU à l'université de Nantes, donc 2022-2023, en éducation thérapeutique du patient, où je ne m'attendais pas du tout à être reçu, parce que normalement c'est que de la profession médicale ou paramédicale. Oui, c'est ce que je me disais, tu vois, quand on parlait. Mais le profil les a intéressés et j'étais ravi de ça. Donc pendant ce DU, forcément ce qui m'a intéressé, alors évidemment c'est pas de parler d'astrologie, parce que c'est pas forcément recevable l'astrologie dans un milieu universitaire, oui, tu vois. Il y a quand même des choses. Donc le Qigong par contre c'était déjà une grande avancée qu'ils acceptent, je trouve, oui, tu vois, le Qigong, parce qu'on parle d'énergie et tout, mais c'était très intriguant pour les formateurs là-bas, donc j'étais ravi. Et puis il se trouve que tous les midis, après manger, ils voulaient leur petit cours de Qigong. Donc je leur donnais des petits cours de Qigong après la pause déj, avant qu'on reprenne les cours. Donc ça, c'était vraiment super. Et pendant cette année, du coup, pour mon mémoire, je choisis comme sujet en quoi la spiritualité peut être un véritable enjeu pour la santé et comment le bagage thérapeutique des arts martiaux peut y contribuer. Ah ben on est pile dans le thème voilà, du podcast. On arrive au truc du coup. Et donc tu vois, cette blessure m'emmenait déjà sur un chemin que j'aurais jamais pris sans la blessure. Et il me demande d'appuyer ça sur la création d'un outil thérapeutique. Donc c'est celui-là qui est devant toi. Là. D'accord, donc il s'agit d'une... Donc c'est la Temple Box. Ouais, une boîte. Donc c'est une boîte en fait qui, quand... c'est pas grave si je fais du bruit là. Non. Donc c'est une boîte qui en fait est au stade de prototype. Elle était au stade du prototype l'année dernière. Okay. Et donc, je suis en collaboration avec une équipe de design, un studio de design qui s'appelle Carré Sauvage, qui, eux, ont vraiment designé toutes les cartes. Alors, c'est pas celle que tu as sous les yeux, parce que ça, c'est le prototype. C'est prototype, ouais. Qui a été testé par... Ah, vas-y. Donc, en fait, c'est un jeu de cartes qui repose dans une boîte qui s'appuie sur la symbolique des 4 éléments qu'on retrouve dans l'astrologie ou dans les arts martiaux traditionnels, la maîtrise des 4 éléments, qui sont l'eau, la terre, le feu et l'air. Et des petites questions aussi. Et voilà. Et donc chaque élément amène des questions particulières qui viennent te questionner sur le sujet principal de l'éveil spirituel dans le milieu de la santé, en tout cas à cette époque-là où je l'avais amené, c'est la quête de sens. Trop bien. Pourquoi je vis ce que je suis en train de vivre. Et donc à cette époque-là, j'avais été intégré dans une équipe thérapeutique à la fondation l'atelier de la fondation Cognac J à Paris, qui œuvre pour toutes les personnes atteintes du cancer. Elles peuvent aller dans cet endroit et elles bénéficient de plein de cours à la semaine génial. Pour pouvoir massage, danse, couture, cercle de parole, musique. C'est super. C'est génial. Ouais. Et donc moi, ils voulaient que j'intervienne pour, et j'y suis encore, ils voulaient que j'intervienne pour amener des cours de Qigong adaptés aux personnes atteintes du cancer. Génial. Et je leur demande s'ils veulent participer justement à l'élaboration de cet outil. Et donc, je le fais tester à plein de personnes atteintes du cancer. Et pour eux, c'est une révélation parce qu'ils s'occupent de la quête de sens, de pourquoi ils sont en train de vivre ça dans leur vie. D'accord. Et finalement, je le fais tester aussi à des thérapeutes, donc des médecins, à des psychologues. Et ça a le même impact. Et donc, au point où on en est arrivé à approfondir le jeu. Donc, la boîte est terminée. Et donc, c'est pour ça que tu as dû lire très certainement l'article sur les réseaux sur l'enjeu de la spiritualité dans la santé. C'est parce que je suis en train d'amener progressivement au dévoilement de la boîte. Ce projet. Voilà. Donc ça veut dire que là, pendant quelques mois, je ne sais pas, ou quelques années, tu as travaillé avec des personnes qui étaient atteintes de cancer. Oui. Des fois, j'imagine, à des stades graves. Ouais. Et qu'est-ce que tu leur proposes comme outil, justement ? Est-ce que tu as un exemple d'outil, de quelque chose qui peut aider à avancer, malgré parfois quand même une perspective, vue d'extérieur, qui peut sembler désespérante quand on va. C'est clair. Ouais, c'est clair. Je pense que sans même avoir besoin d'attendre d'être malade, tu vois. Oui, c'est ça, exactement. Ça peut servir à tout le monde. C'est clair. Et c'est ce dont je me suis rendu compte en faisant cet outil, justement, qu'en fait, ça faisait aussi du bien et aux thérapeutes et aux accompagnants de ceux qui ont une maladie chronique, parce qu'à la base, l'éducation thérapeutique, c'est pour maladies chroniques en général. D'accord. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, le Qigong en lui-même, c'était un vrai prétexte à faire passer des concepts philosophico-spirituels pendant un cours. C'est-à-dire que si
je te dis là comme ça, on se connaît pas, et je te dis, ah tu sais, c'est bon de se relier à la source universelle, et puis tu vas te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte, c'est quoi cette secte, quoi? Quel est le lien? Ouais. Je vois pas. Par contre, dans un cours de Qigong, on est au début, et puis on fait le salut du Qigong, on lève les bras vers le ciel, et puis là, c'est déjà un mouvement. Et du coup, le fait d'avoir les bras levés vers le ciel, il y a la cage thoracique qui est libérée. Donc là, il y a les poumons qui peuvent respirer. Et on respire, et puis là, on va se connecter à ce qui, pour nous, représente la source universelle. Quel que soit le nom que tu lui donnes. L'univers, Dieu, la vie, le on s'en fiche. soleil, voilà. Oui, et puis on installe un état de gratitude en prenant conscience que cette source, elle coule en nous. Et puis on descend. Puis on installe un état de gratitude envers nos guides, nos enseignants. Et c'est là où ça avait un impact, nos expériences de vie. Tu vois, quelqu'un qui vit un cancer... Bah oui, de dire merci pour mon cancer, non. Tu vois un peu de temps avant de te dire que c'est cool et que oui, c'est ça. Ouais. Mais du coup, ça a amené un sujet à réflexion de en quoi je pourrais remercier mon expérience. Il y a la partie de moi qui est blessée, il y a la partie de moi qui a peur, il y a la partie de moi qui est flippée de ce qu'il vit. En quoi je pourrais remercier ce que je vis? J'en veux pas, moi, de ce truc-là. Mais l'autre partie de moi, c'est aussi celle qui est en train d'apprendre quelque chose là. Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre dans cette situation? En quoi cette situation m'amène à opérer un changement majeur dans ma vie? Parce que dans le cadre du cancer, c'est une question de vie ou de mort, là, tu vois. Exactement, c'est un changement majeur, effectivement. Et donc là, en fait, on finissait chaque cours de Qigong, puis tout le cours de Qigong, mon défi, ça a été d'adapter un enseignement où il y a des concepts à caractère spirituel qui viennent questionner, pendant qu'on fait les mouvements, à la quête de sens, à comment je voudrais changer ma vie, qu'est-ce que ça impliquerait d'être quelqu'un de véritablement libre et souverain. Et donc là, ça amène des questions majeures, tu vois, ça déclenche quelque chose de profond. Et quand on terminait, je voyais que ça leur faisait beaucoup de bien, donc déjà physiquement, parce que ça amène dans un état d'être intérieur qui est de paix, tu vois, on flotte un peu après un cours de Qigong. Hein. D'accord, j'ai jamais testé. T'es là bienvenue, si tu veux venir un jour, avec grande joie, t'es la bienvenue. C'est cool, mais ça me tente bien, je vois des gens des fois c'est cool. le faire et ça me tente très bien. Ouais, c'est vraiment, c'est très très profond comme pratique. Et puis à la fin, c'est surtout le fait d'avoir harmonisé dans une sphère holistique, et c'est ça qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire qui vient du mot holes, le tout, de considérer l'être humain non pas juste comme un corps physique, qui est juste une machine à réparer ou à entretenir, mais à la fois comme un corps physique qui est la conséquence d'un état émotionnel aussi, c'est-à-dire l'état de mon corps et son énergie, elle dépend de l'émotion qui domine, donc le corps émotionnel, on pourrait dire, la sphère émotionnelle, qui elle dépend des pensées que j'ai générées, donc l'aspect mental en fait, et qui lui dépend aussi d'un qui est le plus négligé, qui est l'élément feu du coup pour la boîte là, qui est l'aspect spirituel. Oui. On se coupe de notre spiritualité parce que on rejette énormément souvent en tout cas l'aspect religieux dogmatique, alors que c'est deux choses différentes. On en a peur, et puis surtout que spiritualité, là, au sens où tu l'entends toi, et moi aussi d'ailleurs dans le podcast, c'est justement un ensemble de pratiques holistiques qui vont de l'alimentation à la philo, en passant par l'art, le sport, en fait c'est énormément de choses, mais ce qui donne du sens finalement je suis d'accord, à notre quotidien. Je suis d'accord. Alors qu'on a pu avoir tendance à assimiler ça avec un aspect dogmatique religieux, et donc on rejette ça. Et le problème, c'est qu'on se coupe d'une partie essentielle de notre être, qui est juste notre rapport de soi à soi. Et je pense que c'est là le plus important. Quand même, c'est clair. Le sens. Parmi les auditeurs, en fait, il y a peut-être des gens qui traversent des périodes difficiles dans leur vie, que ce soit comme toi, une blessure, ça peut être évidemment un deuil, ça peut être plein d'autres choses en fait que la vie met justement sur notre chemin. Qu'est-ce que tu leur recommanderais de faire ou de... Enfin voilà, ça peut être une pratique, ça peut être une lecture, ça peut être tout. Qu'est-ce que tu leur recommanderais? J'aimerais bien m'appuyer sur cette cartographie de lecture que je propose dans l'outil là, qui est les 4 sphères de l'être en fait. Donc l'élément terre, l'élément eau, l'élément air, l'élément feu. Et on y va crescendo comme ça. La terre, c'est le corps. Ce qui veut dire que c'est le point de départ. Avant même de vouloir m'occuper de ma spiritualité, de mon état d'être émotionnel, etc., la base, je pense que dans tout chemin spirituel, c'est hyper important de se dire comment j'entretiens mon véhicule, mon énergie vitale en fait. Donc comment je me nourris, comment j'entretiens mon corps physique. Que ce soit en faisant un sport, un qigong, du yoga, n'importe quoi, mais d'avoir une pratique qui fait du bien au corps, à notre énergie vitale. Et quand on se sent bien dans son corps, le vieil adage nous dit, c'est un peu bateau, mais bien dans son corps, bien dans sa tête, tu vois. Oui, c'est quand même juste. Et c'est assez juste. Quand on se sent bien dans son corps, d'un coup, les choses se mettent à aller mieux. Par contre, l'inverse, il est aussi vrai. Si je me sens pas bien dans mon corps, il n'y a rien qui va.
Ouais. Donc déjà la base, c'est quoi que je mets comme accord avec moi-même pour faire du bien à mon corps chaque jour, Le premier quotidien en fait. Une fois que ça c'est fait, il y a l'élément suivant qui est l'élément O. En quoi je prends en considération mes émotions? C'est-à-dire en quoi je laisse de la place vraiment à mes émotions, comment je les exprime, comment je leur laisse un cadre d'expression, et surtout en quoi c'est des messagères. Qu'est-ce qu'elles me disent mes émotions? Est-ce que je les écoute? Et puis l'élément suivant, c'est l'élément R, mes pensées. Est-ce que j'arrive à avoir conscience que c'est des pensées qui gèrent ma vie et que donc si je ne maîtrise pas mes pensées, dans le sens si je leur donne pas une direction, c'est elles qui vont me contrôler. Donc c'est là où l'aspect méditation, etc. peut être très intéressant parce qu'on prend conscience du mental et qu'en fait le mental c'est une turbine qui s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Jamais. Et donc il y a des pratiques comme le corps, l'apaisement du corps qui permettent justement d'apaiser le mental. Le yoga en fait partie, le qigong, le tai chi, la méditation. Mais l'écriture aussi, tu vois, sans rentrer dans un système, chacun peut trouver son truc. De l'art. Exactement, l'art aussi. Quelqu'un qui Exactement. fait du piano. D'apaiser l'outil mental et puis de se dire, ok, c'est quoi les pensées que je donne à manger à ma structure? Et donc les pensées que je donne à manger, c'est qu'est-ce que je regarde? C'est-à-dire les films, les documentaires, les trucs, les livres que je lis. Et si je me faisais un pacte avec moi-même de me dire, par exemple, je sais pas moi, le matin en me levant, je lis une page d'un livre d'inspiration, philosophie, spirituelle, ce que tu veux. Et là, tu donnes à ton mental une nourriture qui va lui faire du bien pour la journée. Et puis le dernier point, c'est l'élément feu, c'est la spiritualité. C'est quelle place je laisse à ma spiritualité dans ma vie. Que ce soit religion ou pas, c'est quoi que je laisse comme place à quelque chose qui est plus grand que moi, à l'univers, à un truc qui me dépasse. Et si ces 4 sphères sont harmonisées, je pense que déjà on a fait un très grand pas. Je pense. Bah déjà, oui, effectivement, comme tu dis. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est un petit process pas après pas, donc ça donne vraiment envie d'essayer de se lancer un peu dans ces différentes démarches. C'est clair. Je voulais te remercier beaucoup, Johan, d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci à toi de m'avoir accueilli. Est-ce que tu veux un petit peu parler de ton dojo Ouais, si vous voulez venir pratiquer, faire un cours, même un premier cours qui est offert totalement, si vous voulez venir essayer, vous pouvez venir. Donc c'est le Katanart Dojo. Qui est dans les Batignolles, au 19 rue Nollet. Et puis, donc le dojo, c'est les cours d'arts martiaux et de qigong à partir de la fin de journée, en général. Donc il y a le programme sur le site internet. Et puis en journée, je reçois pour les séances de lecture de thèmes astrologiques. Donc ça, c'est une autre branche qui s'appelle Astro Dojo. On peut aussi retrouver sur internet. Super, merci beaucoup. Vous avez toutes les infos pour pouvoir contacter Johan. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut. Au revoir. Pour retrouver le podcast sur Instagram, tapez Le Paradis attendra sans espace. Écoutez également l'ensemble des épisodes en libre accès sur YouTube via la chaîne Éveil Podcast. À bientôt.